Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 juin 2014. Exceptionnellement, vous savez que c'est la Coupe du Monde. L'émission, toujours, c'est vendredi, mais comme la Coupe du Monde est là et il y a des équipes africaines qui jouent, pas uniquement africaines, c'est vraiment mondial. Voilà pourquoi le programme des émissions de MN Télévision a été bouleversé. La grande interview aujourd'hui reçoit M. Thierry Lézin Mungala. Et c'est exceptionnel aujourd'hui parce que cette émission est réalisée avec mon confrère de Radio Congo, le bien nommé Monsieur Parfait Lassabane. Avec lui, nous allons avoir un entretien à bâton rompu avec Monsieur Thierry Mungala. Donc, ne quittez pas. Comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission, c'est une émission exceptionnelle, car pour la première fois qu'on réalise la grande interview en duo avec M. Parfait Lassabane, c'est un confrère. Vous allez le voir, c'est aussi une coopération entre la télévision, les médias publics et les médias privés. Et dans ce pays et dans cette émission en particulier, il n'y a pas de langue de bois, nous parlons que la vérité. Et nous recevons aussi M. Thierry Lézin Mungala aujourd'hui aussi pour parler peut-être de la Constitution et d'autres. M. Thierry Mungala, soyez les bienvenus. Merci. Et comme j'ai annoncé à l'introduction, cette émission serait réalisée avec mon collègue et ami Parfait Lassabane. M. Lassabane, soyez les bienvenus. Merci, M. Smith. Merci. Oui. Donc, dans 1 heure du temps, on va avoir l'entretien avec M. Thierry Mungala. M. Thierry Mungala, vous êtes ici en tant que ministre des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies ou en tant que vous êtes aussi membre du comité central du PCT. Donc, maintenant, à quel titre on va continuer ou réaliser cette émission ce soir? Est-ce que en tant que ministre de Nouvelles Technologies ou de Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies, ou est-ce que en tant que membre du comité central du PCT? C'est à vous de choisir. Oui, et pour compléter, il faut ajouter qu'il est aussi député de la circonscription numéro 2 de Séviki. Alors, de qui a-t-il reçu mandat pour venir à cette émission? Et c'est la première question à laquelle M. le ministre va répondre. J'ai reçu mandat de ma propre conscience et de mon esprit de responsabilité, et j'ai répondu à votre invitation. Donc, si je réponds précisément à votre question, j'interviens en tant qu'homme politique à un moment où le débat que vous évoquez, notamment celui de la Constitution, a été lancé et se déroule dans le pays. Débat que le président de la République lui-même a souhaité qu'il se fasse devant le peuple, pour qu'éventuellement un jour, eh bien, le même peuple se prononce sur l'éventualité ou non du changement de la Constitution de notre République. Donc, j'interviens en tant qu'acteur politique. Bien entendu, on ne peut pas faire abstraction de toutes les casquettes que vous avez évoquées, puisque ce sont les miennes. Simplement, je ne suis mandaté que par moi-même, ma conscience et mon regard de citoyen et d'homme politique. Avec les consignes du parti dont vous êtes membre, le PCT, non? Aucune consigne. Je vous rappelle que le secrétaire général du parti, le camarade Pierre Ngolo, a exprimé récemment au cours d'une conférence de presse le point de vue du Parti congolais du travail, qui est clair. Le parti fera connaître officiellement sa position sur ce débat le moment venu. D'accord, le parti fera connaître sa position le moment venu. Mais avant de cela, monsieur, dites-nous, parce que vous êtes, monsieur, je dois le dire, vous êtes quelqu'un de brillant, vous étiez à Paris 10, à Créteil, si je ne me trompe pas. Et donc, Nanterre, Paris. Non, Paris, Créteil avant. Créteil avant et puis Nanterre, donc Paris 10. Alors, vous êtes quelqu'un de brillant, ça on le connaît à Paris et en France. Et si je regarde bien, quand on vient même dans votre bureau, c'est propre, tout ce que vous faites. Donc vous avez des allures de quelqu'un, d'un libéral, un grand libéral. Mais dites-nous, à quel moment vous avez eu cette conviction d'intégrer un parti de la OU et le marteau, dont le rouge, qui est le parti communiste, le parti congolais du travail? À quel moment vous avez décidé de l'intégrer? Bon, à quel moment? Quand j'ai fait la demande, premièrement, c'était il y a 4 ou 5 ans. Deuxièmement, à un moment où le Parti congolais du travail se réformait,
Je vous rappelle que depuis 24 ans, le Parti congolais du travail a abandonné l'idéologie marxiste-léniniste, a adopté une ligne que l'on qualifierait de socialisme démocratique ou de social-démocratie, et cela correspond globalement à mes convictions personnelles. Et si effectivement il y a 25 ans, il aurait été, j'étais jeune d'ailleurs, mais il aurait été, si j'avais été en situation hautement improbable, que j'adhère à l'époque à cette idéologie ancienne, il est clair aujourd'hui que la ligne politique, la vision, l'idéologie du Parti congolais du travail, ce socialisme démocratique, correspond profondément à mes convictions. On vous a connu aussi, vous avez vécu dans l'escarcelle de l'ancien Premier ministre André Milongo, puis à son âme. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, peut-on parler d'un basculement? Non. Vous avez quitté Milongo et d'aller au PCD. Je n'ai pas quitté le président Milongo. Le président Milongo et moi, nous avons travaillé ensemble. D'ailleurs, je lui rends hommage ici, tout à fait. C'est un grand homme d'État de notre pays, un homme de paix, avec lequel j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler, qui m'a donné un certain nombre de rudiments qui m'ont permis de démarrer mon parcours politique. Et simplement, il n'y a pas eu de fâcherie, pas eu de séparation. À un moment donné, il s'avère que je n'étais pas membre d'ailleurs de l'UDR Mouinda, je le précise de manière tout à fait claire. Merci pour la précision. J'étais son directeur de campagne à sa demande. Et une fois que les élections de 2002 se sont passées et déroulées comme on le sait, j'ai eu un entretien avec le président Milongo, sans révéler la teneur de cet entretien. Ça, un certain nombre de députés de cadres de son parti, à l'époque, avaient souhaité que je sois un des collaborateurs du groupe parlementaire qui avait été constitué en 2002. Cela n'a pas pu être fait. Je suis reparti à ce moment-là rejoindre ma famille qui était à ce moment-là en Europe. Peut-être que le destin aurait été différent si les choses s'étaient passées différemment. Donc il n'y a ni fâcherie, ni basculement, il y a simplement dans la vie politique, dans la carrière politique d'un homme, un certain nombre d'étapes qui se déroulent. Mais l'essentiel, c'est l'unité de l'homme, c'est-à-dire ses principes et ses valeurs. Les principes et les valeurs qui m'ont conduit à entrer en politique restent les mêmes. D'accord. Vous êtes loyal, vous avez toujours été loyal vis-à-vis de Milongo, mais d'autres personnes disent que vous étiez un top du président Denis Sassou Nguesso auprès du feu président et feu ancien Premier ministre André Milongo. Que dites-vous de cela? Je laisse les choses basses mourir de leur propre venin. Alors, nous allons donc de plein pied dans le vif du sujet, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le débat sur la Constitution. Il y en a qui parlent de la révision, modification ou changement. Est-ce que c'était le moment de le lancer? Et qui a lancé ce débat? Tout le monde s'interroge. C'est le débat qu'il a lancé et qu'il a mis dans la rue. Bon, vous me permettrez, parce que je profite de votre tribune pour qu'on parle sans langue de bois. Je crois que Elie Smith a souhaité que nous parlions sans langue de bois. Vous-même, votre émission sur Radio Congo est une émission sans langue de bois. Je vais être très clair sur les choses. Qu'il a lancé, c'est la maturation d'une opinion qui s'est faite progressivement jour, et c'est avec l'aval de l'ensemble de la classe politique qu'aujourd'hui ce débat est dans la rue, ce débat est dans les médias, ce débat est dans les cœurs et dans les esprits. Je vais simplement vous faire une citation et vous me direz de qui il s'agit. Un homme politique en 2009 a présenté un projet présidentiel dans lequel il disait, je cite donc ce projet, il est écrit dans ce projet, premier point de son projet, je cite, abroger la Constitution du 20 janvier 2002 et adopter une nouvelle constitution garantissant le pluralisme politique, le respect des droits humains et des valeurs de la République et de la démocratie, la séparation des pouvoirs, l'égalité de tous les Congolais devant la loi, la laïcité, le pluralisme et la liberté des médias. Fin de citation. Cet homme politique ajoute encore, je cite encore, « Il faut instituer un régime parlementaire à 2 chambres, avec un président de la République élu au suffrage universel pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, et un Premier ministre chef du gouvernement responsable devant le Parlement. » Fin de citation. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de M. Mathias Nzon, qui, dans son projet de société en 2009, demandait expressément l'abrogation, c'est-à-dire le changement de la Constitution. De l'actuelle Constitution. De l'actuelle Constitution. Donc en réalité, le débat qui se pose aujourd'hui ne se pose pas, de mon point de vue, sauf si on me dit que M. Mathias Nzon mentait à l'époque ou qu'il ment aujourd'hui. Le débat ne se pose pas entre ceux qui sont pour ou contre le changement. Le débat se pose entre des gens qui sont tous pour le changement de constitution en réalité
et on va revenir dessus tout à l'heure, mais à l'intérieur de ce débat, il y a un positionnement politicien, je le qualifie comme tel, parce que des gens qui sont pour le changement, témoignage de M. Nzon, aujourd'hui ils disent qu'ils sont contre, tout simplement parce que le seul objectif qu'ils poursuivent, c'est le départ du président de la République actuelle, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso. C'est le seul objectif qui est le leur. C'est-à-dire que, intellectuellement, politiquement, juridiquement, pendant 12 ans, pendant les 12 dernières années, M. Mierassa, M. Nzon, M. Kim Foussia et toute l'opposition dite radicale ont chanté sur tous les tons que la constitution actuelle était taillée sur mesure, qu'elle instituait une dictature, qu'elle donnait au président de la République actuelle l'ensemble des pouvoirs, et qu'il fallait la changer. Au moment où le débat prend corps dans le pays, ils nous disent le contraire, pour une seule raison, ils veulent à tout prix le départ du président de la République, et ce contre même leurs convictions réelles, et pour qui sont pour le changement de la Constitution. L'objectif c'est lequel? Si les autres tiennent au départ de Denis Sassou Nguesso, il paraît que c'est vous qui le poussez à briguer un troisième mandat. Ce sont des objectifs donc différents et opposés donc. Non, Oui. Moi je ne place pas actuellement le débat sur un terrain politicien. Si vous me demandez, et encore une fois sans langue de bois, mon sentiment, oui, je voudrais que le président de la République continue son parcours politique, parce que j'ai la conviction qu'il est aujourd'hui celui qui est à même et le mieux à même de conduire les destinées de notre pays. Mais je distingue cette conviction politique du débat constitutionnel. Alors revenons au débat constitutionnel. Il faut partir d'abord d'un débat simple ou d'une question simple. Doit-on ou pas changer la constitution actuelle et pourquoi? Quel est le rôle de la constitution dans un pays? C'est de structurer le champ politique et de permettre le fonctionnement des institutions de la manière la plus optimale possible. Quel était le rôle historique de la Constitution du 20 janvier 2002? Son rôle historique, rappelons-nous du contexte, parce qu'on a l'impression, à chaque fois qu'on parle de choses qui sont du siècle passé. Non, il y a moins de 12 ans, notre pays sortait de conflits fratricides graves. L'État était détruit et en pleine reconstruction. L'économie du pays était sinistrée. Le pays était surendetté. Nous étions en programme, rappelez-vous, avec la Banque mondiale et le FMI. Il fallait donc, à travers une constitution précise, claire, donner à l'exécutif, aux tenants de l'exécutif, le temps et la stabilité, la durée et la stabilité pour redresser le pays, reconstruire l'État, reconstruire le tissu économique et désendetter le pays au niveau de nos partenaires multilatéraux. Cette constitution avait cet objet-là. C'était d'éviter que les querelles politiciennes que nous avions connues, rappelez-vous ces affaires de motion de censure sous l'empire de la Constitution de 92, il fallait éviter que cette phase essentielle de reconstruction du pays soit parasitée par des querelles politiciennes inutiles. C'est cela l'objet historique de la Constitution actuelle. Cet objet historique, aujourd'hui, peut être considéré comme atteint. Nous devons donc, maintenant, que ce pays regarde vers l'émergence dans les 10 prochaines années, construire la nouvelle République, celle du XXIe siècle, celle qui va permettre de faire respirer la démocratie et nous ramener quelque part dans ces traditions constitutionnelles et juridiques qui en réalité sont les nôtres, qui sont celles d'un partage plus avéré du pouvoir d'État. C'est cela l'objectif de la Nouvelle République. La Nouvelle République que vous dites, monsieur. Donc, en d'autres termes, la Constitution du 20 janvier 2002 était mauvaise. Une Constitution n'est jamais mauvaise. Je vous ai dit qu'elle avait rempli son office. C'est-à-dire qu'elle a rempli l'objectif pour lequel elle a été instituée, votée par le peuple. Aujourd'hui, nous passons à une phase où les besoins du peuple, les besoins de respiration démocratique, la nécessité de l'émergence économique qui doit s'accompagner d'une émergence d'une nouvelle classe politique justifient que nous changions la façon de fonctionner de l'État à travers cet outil qu'est la Constitution. Et je vais revenir, vous dites que la nouvelle réalité doit s'adapter, mais qu'est-ce qui empêche que tout ce que vous dites, et d'abord on voulait savoir d'abord les détails de ce que vous dites qu'on doit le faire, qu'est-ce qui empêche que on puisse accommoder tout ce que vous êtes en train de dire dans la Constitution du 20 janvier 2002. Bon, d'abord, il faut que
puisqu'on parle sans langue de bois, je le répète, expliquer pourquoi, selon moi, la Constitution a rempli son office et qu'aujourd'hui on doit passer à autre chose parce qu'elle n'est plus adaptée au temps actuel. Je vais vous citer un exemple. L'opposition est en train de nous dire, si j'ai bien compris, voilà, il est temps d'aller à l'alternance, on doit changer, le changement, etc. Soyons concrets. La prochaine élection nationale, c'est l'élection présidentielle de 2016. Imaginons, hypothèse, que l'opposition gagne la présidentielle en 2016. Il va se passer quoi dans la Constitution actuelle? Moi, je réponds rien. Parce que l'opposant éventuellement élu dans le cadre constitutionnel actuel, en 2016, va se heurter à une majorité parlementaire qui, elle, va changer, ou du moins va être renouvelée en 2017, puisque les prochaines législatives, c'est 2017. Et pendant une année après son éventuelle élection, ce nouveau président de la République issu de l'opposition, il va faire quoi? Il va gérer le pays comment? Il va faire passer des lois comment? L'alternance, donc, vous voyez qu'elle aura dans ce sens-là un problème. Comment le président actuel gère le pays? Il le gère parce qu'il y a une adéquation entre les deux majorités aujourd'hui. Je suis en train de me placer du point de vue de ceux qui veulent absolument rester dans le cadre constitutionnel actuel en disant que ce cadre-là suffit à parfaire la démocratie. Moi je dis ce cadre-là qui a été adapté à un moment donné de notre histoire doit être évolutif de manière à ce que nous puissions parfaire la démocratie pour permettre une souplesse de nos institutions. Deuxième élément, ça veut dire quoi? L'exécutif en place, face à une assemblée qui ne changerait qu'un an après, ou qui, d'ailleurs, pourrait renouveler la même majorité hostile à ce chef d'État, il se passe quoi? C'est le blocage du pays. Parce que dans la Constitution actuelle, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas renverser le gouvernement. Donc s'il y a conflit entre les deux majorités ou les deux légitimités à ce moment-là, un président issu de l'opposition, une majorité parlementaire qui serait l'actuelle majorité parlementaire, on arrivera au blocage et au conflit. Parce que vous pensez que la cohabitation n'est pas démocratique alors? La cohabitation, oui. La cohabitation est démocratique quand elle est organisée par une constitution qui permette cette souplesse, qui conduise à ce que les pouvoirs publics fonctionnent normalement quand il y a deux majorités issues de deux légitimités différentes. C'est ça la cohabitation. Une majorité a été élue à un moment, une autre est élue à un autre moment, à la présidence et à l'Assemblée, et à ce moment-là, la cohabitation, c'est, grâce à des institutions souples, permettre que le travail de l'État, la continuité de l'État se poursuive. Dans le contexte de la Constitution du 20 janvier 2002, nous craignons qu'avec l'état d'esprit de la classe politique congolaise, regardez cet acharnement de certains opposants à dire « il doit partir tout sauf Sassou », le risque, c'est un blocage conflictuel. C'est cela que nous risquons. Nous ne risquons pas autre chose. C'est un blocage conflictuel. Vous parlez de l'Assemblée nationale, vous-même vous êtes député. Oui. Est-ce que, en tant que député, il y a un clause dans cette constitution qui demande les déclarations de biens? Est-ce que vous avez déclaré vos biens? C'est pas en tant que député, attention. Est-ce que vous avez déclaré vos biens? Non, attendez. Non, je voudrais savoir si vous avez déclaré. Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. L'article 48 de la Constitution prévoit la déclaration du patrimoine des agents publics. Oui. Que ce soit les élus, les agents publics nommés et les hauts fonctionnaires. La Constitution, article 48, prévoit un mécanisme par voie réglementaire, c'est qu'il faut un décret d'application. Ce décret d'application n'existant pas, aucune autorité constituée au Congo, y compris les députés de l'opposition qui en parlent. Parce que s'ils voulaient faire valeur d'exemple, il fallait qu'ils déclarent déjà leurs biens. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils savent bien que juridiquement, il n'existe pas le décret qui organise la procédure de déclaration du patrimoine. Donc, vous voyez, quand on rentre dans le détail, on voit souvent que les pinailleries, les critiques, les chamailleries sont souvent plutôt des postures politiciennes. Oui, monsieur Mungala, je veux revenir. Donc, par exemple, quand on vous entend parler, vous êtes un juriste, donc vous connaissez bien le droit. Donc, ceux qui ont écrit cette constitution, alors, dont des éminents professeurs comme Charles Jacques Bouao, Aimé Emmanuel Yoka ou le franco-béninois Maurice Globert, c'était des gens qui n'étaient pas futuristes alors? Non, pas du tout. Je vous répète, je le répète et je vous le dis une fois pour toutes, et je crois que je suis clair depuis le début. Une constitution a un rôle historique qu'elle joue. Quand De Gaulle reprend le pouvoir en 1958, la constitution de la Ve République répond au défi de l'heure. Il y avait un défi principal, c'était que la gouvernance de la France ne permettait pas la résolution des problèmes de la France de ce moment-là, notamment la guerre d'Algérie. Il fallait un pouvoir exécutif fort, il fallait un pouvoir parlementaire rationalisé,
permettant à l'exécutif de régler les problèmes de l'heure, qui étaient des problèmes graves. Et quand De Gaulle met en place cette constitution, il le fait dans ce contexte-là. La constitution du 20 janvier 2002 obéissait à un contexte historique que j'ai rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période. Un exemple de ce qu'il convient, à mon avis, de noter. La constitution actuelle n'a pas pris en compte de manière précise la nécessité pour les membres de l'exécutif, les ministres que nous sommes, je le dis sans langue de bois, d'être soumis de manière forte au contrôle des élus et des parlementaires. Ça, c'est une insuffisance qu'il faut renforcer dans l'avenir. Quand je parle de renforcement de la démocratie, c'est tout cela. Aujourd'hui, les ministres rendent compte au président de la République, conformément à la Constitution, mais doivent, dans la nouvelle République qui se dessine à l'horizon, pouvoir rendre davantage compte aux élus du peuple, c'est-à-dire aux parlementaires, à l'opinion qu'expriment ces parlementaires. Il faut donc un contrôle parlementaire accru. Deuxième élément, la décentralisation doit être renforcée. Troisième élément, il faut une place plus grande aux genres, les femmes. Il faut une place plus grande aux jeunes. Les jeunes qui sont 60 à 70% de notre pays doivent se sentir inclus dans l'espace politique. Il faut donc que la Constitution de la Nouvelle République tienne compte de cela plus suffisamment que ne le fait la Constitution actuelle. Troisième, ou du moins autre élément, la diaspora. Aujourd'hui, nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes de l'étranger, estiment pouvoir jouer un rôle politique ou avoir une voix dans l'espace public. Il faut permettre à ces compatriotes, à travers leur droit de vote, notamment aux grandes élections nationales, eh bien, de participer à la vie politique nationale, d'une manière ou d'une autre, bien entendu, selon des mécanismes juridiques qui sont prévus à travers le monde, mais cela doit être prévu. Voilà, par exemple, des insuffisances que je relève sur la Constitution actuelle. Enfin, parce qu'il faut quand même le dire à nos compatriotes de manière claire, je ne rentre pas dans le débat qui consiste, pour ceux qui le personnalisent, à le personnaliser. Je viens de vous dire tout à l'heure, je peux prendre plein de citations de nos amis de l'opposition qui, jusqu'à très récemment, voulaient absolument faire évoluer la Constitution. Maintenant que le débat est là, ah non, il ne faut plus la toucher, c'est l'étape de la loi, c'est la Bible, le débat ne doit pas se faire, on nous fait du terrorisme intellectuel pour nous dire il ne faut surtout pas en parler. Moi je dis, il faut en parler parce qu'ils sont eux-mêmes au fond pour le changement de la Constitution, mais c'est leur position politicienne qui les amène dans le tout sauf Sassou à ne pas vouloir l'avouer. Le débat aura lieu, ce débat aboutira. Pourquoi avoir peur du peuple? Qu'ils débattent, qu'ils nous disent quels sont leurs arguments. Parce que, et ça aussi c'est important, je tiens à le souligner, le débat n'est pas juridique, M. Smith. M. Parfait de la Savate, il n'est pas juridique. Le débat est d'abord politique. Alors on va nous sortir l'article temps de la Constitution, mais on est tous d'accord, on l'a tous lu, que l'article temps ne permet pas de ceci. Le débat n'est pas là. Le débat est, quelle est la vision que nous aurons de la vie politique du Congo pour les 20 ou 30 prochaines années? Est-ce que nous voulons continuer selon ces pratiques politiques qui empêchent l'émergence d'une nouvelle classe politique? Ou est-ce que nous voulons ouvrir le système, le faire respirer dans un cadre constitutionnel plus souple, plus aéré? Voilà le débat. Alors, vous avez bien fait d'énumérer quelques failles de l'actuelle Constitution. Alors, pourquoi ne pas alors procéder à quelques modifications pour insérer certaines évolutions? Vous avez cité beaucoup de choses là. Alors, pourquoi ne pas modifier? C'est ce que l'opposition propose. Et aujourd'hui, vous parlez de changement, ça veut dire tout chambouler. En ce moment-là, quelle est la meilleure option? Quand monsieur nous parle d'abrogation, ce n'est pas une modification, c'est une abrogation. Changement, alors moi, je parle de changement, pourquoi? Ils assimilent ça à un coup d'État. Oui, bon, évidemment, c'est des grands mots comme d'habitude. Il y a même les membres du gouvernement qui disent que ce serait une haute trahison. Alphonse Silou l'a dit. Il est membre du gouvernement, il a dit ça, que ça serait une haute trahison. Je n'ai pas entendu ça. En ce moment-là, quelle est la meilleure option? Le Patriote a mentionné ça, le journal Le Patriote. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Et c'est de la révision ou bien de... Je vais vous citer un exemple. Très concret, c'est vrai que ça peut paraître plaisant ou ça peut paraître comme une blague. Quand vous êtes, c'est un exemple, une dame veut changer sa coiffure, elle a des brésiliennes, et puis elle veut faire les tresses comme on fait à l'époque ancienne, vous voyez, avec les locks, etc. Alors, est-ce qu'elle peut vraiment tenter de modifier sa coiffure,
Ou est-ce qu'il n'est pas plus simple, étant donné le grand changement qu'il va falloir faire pour qu'elle arrive au LOX, comme vous dites, il ne faut pas tout simplement enlever les brésiliennes et refaire la coiffure tout simplement. Les modifications dont je parle, les modifications souhaitables, sont tellement importantes que plutôt que de tenter de perdre notre temps à vouloir toucher des dispositions de l'actuelle Constitution, il faut passer à autre chose parce que ces constitutions-là, l'actuelle et celle de la Nouvelle République, ne procèdent pas de la même nature. Je vous donne un exemple concret. Quand je dis qu'il faut aérer le système, permettre que l'exécutif soit plus horizontal et moins vertical, ça veut par exemple dire qu'il faut envisager la création d'un poste de Premier ministre, soit chef du gouvernement, soit coordonnateur, mais en tout cas Premier ministre responsable devant le Parlement. La Constitution actuelle passerait donc d'un système, si on se contentait de la modifier, présidentiel, à un système semi-présidentiel ou semi-parlementaire. On change déjà de régime. Donc, autant mieux, dès le départ, faire une tabula rasa, table rase, et dire aux populations. Et ça, c'est le vrai débat, parce qu'il n'est pas juridique, il est politique. On met dans la population, parce que le débat, il doit être démocratique. À l'époque, les Congolais ont voté massivement à 84% en 2002. Ils doivent aujourd'hui pouvoir avoir les termes du débat de manière objective, et demain, ils trancheront par un référendum constitutionnel qui dira « Nous sommes pour l'actuelle constitution ou une nouvelle. Nous sommes pour la constitution actuelle ou celle-là. » Voilà, le débat, il est politique. Il est purement politique. C'est une vision. C'est une vision politique d'abord, qui est celle de l'émergence politique et de l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et à ce moment-là, vous faites fi des arguments juridiques. Je ne fais pas fi. Puisqu'en matière de changement, aucune disposition de la Constitution actuelle ne prévoit le changement. Je vais vous dire, tous les constitutionnalistes, je dis bien tous les constitutionnalistes, vous disent qu'il y a un principe qui est au-dessus de tous les autres principes juridiques, c'est la souveraineté populaire. Quand le peuple s'est prononcé, il n'appartient à aucun organe d'invoquer quelque disposition juridique que ce soit. Exemple, 1962, exemple connu des constitutionnalistes. Le général de Gaulle, président de la République française, décide de procéder à la modification de la Constitution, c'est-à-dire en instituant l'élection du président au suffrage universel. Jusque-là, depuis 1958, le président était élu par un collège électoral, pas par le peuple. Il décide d'instituer cela, mais comme il sait qu'il va se heurter à la cécité, au sectarisme de la classe politique, il utilise l'article 11 de la Constitution française qui, a priori, je dis bien a priori, n'est pas la voie parlementaire prévue pour la modification, qui est plutôt l'article 89 de la Constitution française. Eh bien, l'opposition de l'époque saisit la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel français, pour dire la voie choisie par le président est illégale. Vous savez quelle a été la réponse? La réponse de la Cour a été de dire, à partir du moment où il y a le peuple qui a voté, parce qu'entre-temps le référendum a eu lieu, il n'appartient pas à un organe juridique de contester le souverain primaire qui s'est prononcé. Eh bien, le souverain primaire va voir le débat se dérouler devant lui, au grand jour, avec des arguments politiques, avec des arguments sociologiques, avec des arguments précis de part et d'autre, et il se prononcera. Quand il se sera prononcé, il n'appartiendra pas à la classe politique de dire que le peuple est illégal. Le peuple est forcément légal. Le peuple est forcément légal. Mais monsieur le ministre, dans tout ce problème-là, mon collègue vient de dire, vous ne voulez pas l'aspect juridique parce que vous voyez que là, vous allez perdre. Donc vous faites maintenant un folklore. Est-ce que, monsieur le ministre, mais ça devient comme un folklore, dites-nous, qu'est-ce qui est si on ne peut pas accommoder? Vous avez parlé du problème du genre, vous avez le problème de la jeunesse, de la diaspora. Qu'est-ce qui empêche que on accommode tous ces amendements que vous avez énoncés tout à l'heure dans cette nouvelle constitution, dans la constitution de 20 janvier 2002? C'est un débat. Vous pouvez avoir des gens qui soutiendront cette opinion. Moi, j'en soutiens une. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. Tant qu'à changer la nature d'un système, tant qu'à lui permettre d'entrer dans une nouvelle phase, autant mieux changer de fond en comble et partir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire permettre que demain, on ait une république plus ouverte au genre, aux jeunes, aux Congolais de l'extérieur, plus décentralisée, plus responsable parce que l'exécutif rendrait des comptes de manière plus précise, plus claire, plus souvent à la représentation nationale. Permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique. Regardez un peu les gens qui aujourd'hui s'expriment dans ce débat. Vous voyez bien que c'est un problème générationnel aussi qui se pose et qu'une bonne partie de la panique ou du moins de l'agressivité de certains acteurs politiques, c'est qu'ils se rendent bien compte que nous allons
de plein pied vers une nouvelle époque, vers autre chose. Et c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on ne prépare pas un mandat de plus pour un homme d'État, même si c'est le président de la République actuelle. On prépare la constitution des 20 ou 30 prochaines années. C'est cela le problème. Est-ce que vous êtes en train de me dire ou dire aux populations aujourd'hui que tout ce que vous faites, vous êtes un brillant homme, M. Mungala, vous êtes brillant. Avec tout ce que vous faites, vous avez dit les autres, il y a la cécité. Est-ce que ce n'est pas vous faites tout ça uniquement parce que vous voulez que le président se maintienne encore au pouvoir? C'est vrai ou faux, M. Mungala? Moi, je vous retourne le problème. Je pense que ceux qui personnalisent le débat sont ceux qui disent le président de la République, son mandat finit dans 750 jours, comme j'entends M. Oui, c'est l'opposition à dire ça. Ils sont là chaque jour avec leur éphéméride, enlevés feuille par feuille pour dire qu'il lui reste tant de jours. C'est eux qui sont concentrés sur ce débat personnel. Nous sommes concentrés sur un débat qui consiste à dire la nouvelle République est une nécessité, parce que l'émergence qui arrive, parce que ce pays qui est en croissance a besoin de donner à cette jeunesse qui est là un espoir, qui est celui de dire on aura des institutions qui vont perdurer au-delà des hommes, on aura des institutions qui vont perdurer au-delà des partis politiques, au-delà des groupements, au-delà des opinions, on aura des institutions pour l'avenir, pour les 20 ou 30 prochaines années. C'est cela le débat. Le reste, je vous ai dit clairement, parce que sans langue de bois, vous m'avez posé la question, quel est mon souhait d'homme politique? Oui, je le dis, je le répète, mon souhait d'homme politique, c'est que si le président de la République actuelle avait les moyens juridiques et politiques de se présenter, je souhaite qu'il le fasse. Mais ne mélangeons pas les deux débats. Le débat constitutionnel, qui doit être notre débat, c'est celui de donner au Congo des institutions adaptées à son étape actuelle de développement et à ce qui est attendu demain, c'est-à-dire l'émergence. Ça, c'est le point de vue du citoyen Thierry Mungala. Oui. D'abord, comme le collègue a dit, on va observer un moment d'interruption pour avoir la publicité parce que nous sommes une chaîne privée et quand nous allons revenir,